Bonjour, je m'appelle Karim Genouni et vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Génération Kairos. L'objectif de ce podcast est de décortiquer et partager les histoires inspirantes des modèles de réussite au Maroc et dans le monde, dans tous les domaines. Le Kairos est un concept d'origine grecque qui signifie le moment propice, l'instant T où il faut saisir l'opportunité, avant et trop tôt et après trop tard. Mes invités sont des entrepreneurs ou des leaders dans leur domaine qui ont à force d'effort su reconnaître et saisir les opportunités au moment décisif. À travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Younes Qassimi. Younes, bonjour. Bonjour Karim, merci de m'inviter. Ça fait un petit moment que j'ai espéré avoir l'honneur d'échanger avec toi. On a essayé de le faire avant le coronavirus, autant le faire pendant l'épidémie. Très bien. Ben écoute, tu es gentil de le rappeler. Effectivement, moi c'est Adnan Addewi qui t'avait gentiment désigné comme et là je le quote next victim. Et voilà. Et comme tu es d'Agadir, on n'a pas pu se voir avant, et donc là on emploie des moyens modernes. Et même si je n'ai pas le plaisir de t'avoir en face, bon, Inch'Allah, on le fera de vive voix. Le plaisir est pour moi, et puis merci à Adnan d'avoir pensé à moi aussi. C'est un ami à moi que j'apprécie beaucoup, et j'ai écouté aussi, donc ça fait plaisir d'être maintenant la prochaine victime, comme tu dis. Bien, alors bienvenue sur le podcast Génération Kairos. Je vais commencer par te présenter très rapidement. Donc, tu es un jeune serial entrepreneur. Tu es alors cofondateur de Synergie Média. Donc, c'est une agence digitale avec Ahmed Chergaoui et Mehdi Rghaï. Donc, c'est une agence conseil en digital qui a plus de 15 ans maintenant. Je crois avec un positionnement au démarrage en offshore, mais qui a depuis installé sa marque qui est reconnue au Maroc. Je disais également, tu es quelqu'un de passionné de par ton parcours, ça se lit. Et tu as été un témoin privilégié de l'évolution du paysage, de ces tendances, de l'écosystème digital marocain. Donc, sur le plan des technologies, des modèles économiques et surtout des usages. Donc, tu as été témoin d'abord du passage au tout début par les débuts d'Internet par le blog, ensuite les réseaux sociaux, le e-commerce, le mobile, etc. Et tu es donc un des pionniers fondateurs, donc un parmi de nombreuses personnes, effectivement, qui a initié depuis Agadir un mouvement ou qui a activement participé à l'animation des communautés entrepreneuriales et créatives du secteur digital au Maroc. Surtout le Maroc, il faut le préciser. Donc d'abord des dizaines de participants, ensuite des centaines, et aujourd'hui des dizaines de milliers. Donc il y a eu le Maroc Blog Awards au tout début, et après le Maroc Web Awards, je crois qu'il devrait fêter sa 13e édition, Inch'Allah. Exactement. J'ai bien aimé entre le jeune entrepreneur et le vétéran sur le digital. C'est une combinaison intéressante. Je me considère pas du tout vétéran, loin de là. Je pense que il y a encore beaucoup de choses à faire, et comme tu dis, je suis encore très jeune. Voilà. Même si j'approche la quarantaine. Mais effectivement, voilà, la passion, tu l'as mentionné aussi, Karim, très bien. C'est la passion qui est le moteur qui drive tout ce qu'on essaie d'entreprendre modestement au Maroc et pour le Maroc. Et voilà, on en parlera pendant ton podcast, exactement. Très bien. Donc, alors le Maroc Web Awards est devenu au fil du temps l'un des plus grands événements, donc ouvert, donc qui rassemble effectivement toutes les communautés de créateurs du contenu web et digital dans la région MENA, dans plus de 20 catégories. Donc, effectivement, un large panel de catégories créatives. Et c'est un événement donc avec un jury participatif très élargi et qui connaît la participation de plusieurs milliers de personnes, et qui est surtout maintenant c'est un événement qui a le mérite de révéler les jeunes talents, ces jeunes talents qui font après du give back et qui viennent nourrir la communauté créative digitale au Maroc. Et pour revenir effectivement à ta présentation, il y a une autre dimension, c'est que tu es un aventurier d'Internet. Tu es fondateur de start-up au Maroc et je crois même en Europe. Donc il y a F.ma,
Donc, c'est une application mobile qui permet de découvrir un peu les événements culturels qui ont lieu autour de soi. Et également Custplace. Donc, c'est plutôt une plateforme, une espèce de marketplace où le client vient exprimer un retour par rapport à une marque. Et tu me diras si c'est le cas. Il y a également Nextease, c'est un espèce de magazine en ligne sur l'évolution et l'utilisation des technologies au Maroc. Donc voilà, pour résumer, quelqu'un qui a un vrai parcours inspirant, qui a démontré une capacité à aller d'une idée et de la transformer en concept, de construire plusieurs plateformes engageantes et qui vont installer un impact durable. Et je rajouterai quelqu'un aussi qui a capté le sens de cette révolution digitale parce qu'il y a participé dès la naissance, je dirais, au Maroc. Donc, au-delà du mindset technologie, le fait que le digital soit une culture, je crois que tu es l'un des rares à avoir compris aussi que que le digital aussi, ce sont des supports et des outils qui vont nous aider individuellement à exprimer notre humanité et à se sociabiliser, puis se rassembler autour de communautés. Et quelques-uns vont en faire des business. Donc tout ça pour dire que je te remercie d'être sur le podcast, parce que c'est une manière aussi également pour moi de m'exprimer et de rejoindre un peu cette communauté. Ben, merci à toi, merci pour l'initiative que tu entreprends. Le podcast n'est pas encore beaucoup consommé au Maroc, on va dire localement. On a beaucoup de podcasts étrangers qu'on écoute et je parle pour moi aussi. Je pense que c'est des initiatives à encourager et puis je te remercie de me donner aussi cette possibilité d'échanger avec toi et de partager quelques expériences et connaissances pour essayer de peut-être permettre à d'autres personnes de suivre un parcours entrepreneurial sur le digital et de faire beaucoup plus ou mieux, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc pour commencer, cher Younes, est-ce que je peux te demander de te présenter? Donc, Younes Kassimi, je suis né à Agadir en 1982. Donc parcours traditionnel. J'ai fait les écoles ici à Agadir. Donc école privée jusqu'en 6e, puis l'école publique, collège et lycée. J'ai comment j'ai baigné un peu dans le digital ou sur le web, c'est deux personnes, il faut le dire. J'ai ma mère qui très très jeune, elle était assistante de direction, donc elle a été parmi les premières à disposer d'un PC. Donc j'ai pu baigner dans ça très 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 tôt. Puis la deuxième personne, c'est un ami à moi, Mounir, qui m'a permis de découvrir l'internet. J'ai commencé un peu plus tard que la moyenne des gens qui ont commencé vers 97. Moi, j'ai découvert ça en 98. Donc, c'était les cyber et le temps qu'on a passé là-dedans sur, entre autres, les premiers réseaux d'échange, Mirk, etc., MSN par la suite plus tard. Mais c'est ces deux combinaisons qui m'ont permis de découvrir et le volet, on va dire, essayer d'utiliser un PC et la deuxième d'essayer de se connecter avec d'autres personnes un peu plus un peu réparties dans le monde. Et pardon, il y avait cette il y avait cette envie de connexion et d'échange. Et est-ce qu'il y avait également un intérêt pour la production de contenu déjà? Pour la production de contenu, non, parce que déjà à l'époque, bon, la façon à laquelle on consomme aujourd'hui le contenu n'existait pas. Donc, quand je parle de 98, on n'avait pas encore découvert Google ou le moteur de recherche dans sa forme actuelle de faire découvrir du contenu. Donc, pour nous, on avait une seule fenêtre quand on rentrait dans les cyber, c'était Mirk qui était déjà ouvert par défaut. Ou l'adresse email sur moi j'avais Hotmail et Caramel. Donc c'était des échanges
par écrit, par mail. Donc moi, quand je suis allé faire mes études à l'étranger en 2000, j'ai utilisé la rédaction dans sa version la plus basique, soit dans des échanges avec des personnes en direct, soit par email pour raconter un peu mon vécu avec ma mère. Donc j'ai commencé effectivement à faire des journaux de bord en ligne à travers des emails. Ce n'est quand réellement les blogs, je les ai découverts en 2004 quand j'ai commencé mon master. J'avais au départ lu, mais brièvement, mais c'est vraiment la rencontre avec Loïc Lemeur. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, mais c'est un des premiers blogueurs francophones ou français qui avait commencé très tôt la promotion du blogging. Et j'ai eu la chance qu'il visite notre école de commerce, qui m'a justement ouvert les yeux sur les avantages que pouvait produire la réalisation d'un blog. Donc j'ai pas commencé directement. Je n'ai commencé qu'une fois que j'ai pu aller à Dubaï, mais là on zappe une bonne partie de mon parcours, mais je reviendrai là-dessus rapidement. Oui, tu es pas vite. Parce que tu as posé la question sur le blogging. Pour répondre à cette question, comment j'ai commencé le blogging, c'est réellement en 2005 que j'ai commencé, mais on reviendra là-dessus par la suite. Très bien. Donc là, tu as donc un bac lycée public, c'est ça, au Maroc? Oui, j'ai fait les sciences expérimentales. Okay. Je sais pas si j'ai le droit de citer la note, mais j'étais pas très bon. Je considère que je suis pas toujours très bon en arabe. Et c'est ça qui m'a baissé les notes parce que j'étais excellent en maths, j'étais excellent en physique et chimie. Mais malheureusement pour moi, toutes les, on va dire les matières où il y avait de l'expression écrite en arabe, j'étais moins bon. Donc j'ai eu un bac à 11,99. Donc c'était un passable et j'ai raté assez bien de 0,01, mais ça ne m'a pas empêché Moi, je vois que le traumatisme est toujours vivant, mais crois-moi que aujourd'hui tu peux le dépasser. Mais je pense que c'est la manière de former et qui est toujours d'actualité, qui est aujourd'hui, on voit avec ce confinement, c'est l'objet de discussion qu'on devrait ouvrir aujourd'hui, parce que je vois que beaucoup de profils sont brillants. Sauf que aujourd'hui on a encore cette barrière de notes qui ne leur permet pas de montrer leur vraie compétence. J'ai des gars qui sont brillants malheureusement dans mon quartier dans les sports et qui n'ont pas pu en faire leur carrière. J'ai d'autres personnes qui étaient brillants dans d'autres matières manuelles et qui n'ont pas eu la chance que moi j'ai. J'exprime bien ces mots-là parce que j'ai eu la chance, d'avoir une mère néerlandaise qui a pu m'ouvrir cette porte de pouvoir aller étudier à l'étranger sans avoir cette barrière de notes aux Pays-Bas. Et le système néerlandais est très intéressant. Ils n'ont pas cette barrière de notes qui te juge d'aller soit faire des sciences maths ou des sciences expérimentales, on va dire, ou de faire des études par la suite. Donc voilà. Très bien. Non, mais tu l'as cité toi-même, c'est que tu avais certaines forces ou facilités dans les matières scientifiques, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui. Donc voilà, ton tact, c'est sur ces aptitudes-là après que tu vas pouvoir poursuivre un peu ta formation. Je crois que tu as fait le choix d'une formation ingénieur informatique, c'est bien ça? J'ai commencé par l'ingénierie informatique. Alors là encore une fois, le nouveau challenge que j'avais, c'est que j'ai toujours parlé le néerlandais avec ma mère sans l'écrire. Donc, je me suis retrouvé à passer le bac marocain et à faire des heures supplémentaires à la maison. On essayait d'apprendre le basique du néerlandais en écriture.
parce que les mots n'ont aucune approche, se rapprochent pas du tout du français. Donc ça aussi, ça a été quelque chose que j'ai pu surpasser, alhamdoulilah. Une fois que je suis arrivé là-bas, j'ai dû passer des examens, un peu le DELF et DALF français, le diplôme d'études de langue française. Et donc j'ai pu réussir, ce qui m'a permis de m'intégrer rapidement dans les cours néerlandais. Sauf que c'est un autre niveau de néerlandais. Je me suis retrouvé à parler du néerlandais au niveau, alors que moi j'avais un néerlandais mixé avec du français et un langage qu'on s'est créé à la maison propre à nous. Donc j'ai dû me concentrer énormément sur la langue néerlandaise. Et du coup, j'ai eu beaucoup de difficultés à combiner ça avec le langage programmation proprement dite. Donc, j'ai dû faire un choix. J'avais un tronc commun et j'ai beaucoup apprécié. C'est ça qui a fait un peu aussi mon parcours par la suite. J'ai beaucoup apprécié le fait d'interagir plus avec les gens, tout en comprenant ce qu'un développeur voulait dire, et de le retraduire avec des écrits, avec les clients en face à face. Et j'ai beaucoup plus été par la suite sensibilisé par le contact humain que uniquement avec le contact machine. Donc après 6 mois, j'ai pu passer vers du conseil en système d'information. Et c'est ça après que j'ai continué à étudier jusqu'à terminer ma maîtrise, parce que je suis encore du programme Bac+4 et Bac+5 et pas licence master, mais maîtrise master. Donc pendant les 4 ans, j'ai fait ça. J'ai fait mes études en conseil en système d'information. Donc j'ai un diplôme en business intelligence. D'accord, donc ça c'était donc à Rotterdam, c'est bien ça? Exactement, c'était à Rotterdam. J'ai ma famille néerlandaise qui habitait là-bas, donc j'ai pu m'intégrer rapidement aussi. Et le choix de la Hollande, c'est donc le lien maternel, mais est-ce que tu aurais pu faire un autre choix? Je sais pas, la France ou les États-Unis? Non, j'aurais pas pu faire un autre choix parce que c'était un choix financier aussi. En Hollande, j'ai pu avoir un prêt étudiant. D'accord. Avec un taux qui était très intéressant. Pour te donner un exemple, j'ai par exemple eu sur 4 ans, je crois, j'étais aux alentours de 200 000 ou 250 000 dirhams sur 4 ans, que j'ai pu rembourser sur 15 ans, avec un taux d'intérêt de 1,5%. Quelque chose que aujourd'hui donc un prêt étudiant adapté. Exactement. En fait, les Pays-Bas ont un système qu'ils encouragent les étudiants à étudier, et que s'ils terminent, donc on leur donne des objectifs. S'ils terminent leurs études en 4 ans ou en 3 ans, licence par exemple, un master après, on reçoit des réductions au niveau des taux d'intérêt pour le crédit. Donc et on te donne 15 ans pour les rembourser. Donc ça me revenait à 800 dirhams par mois. Que j'ai pu rembourser. D'ailleurs, j'ai pris le temps de le rembourser. J'ai terminé il y a 2 ans, je pense. Donc ça m'a beaucoup aidé. Ça a soulagé mes parents parce que voilà, j'ai 2 autres sœurs. Donc ça m'a beaucoup aidé et ça m'a responsabilisé aussi. Je savais que je faisais maintenant, c'était pour moi et c'était pour mon avenir. J'ai eu aussi par la suite. Donc par contre une fois là-bas, j'ai vraiment excellé, j'ai brillé, j'étais vraiment très motivé, je voulais prouver que voilà, je réussirais. Donc là, ça m'a permis aussi de pouvoir toucher une autre bourse d'études pour faire un master à l'étranger, parce que j'ai fait un master à Paris. Donc, et là tu as rattrapé ton retard sur la maîtrise de la langue, c'est bien ça, hein? C'est exactement. Donc c'est ça qui m'a, comme j'avais dit, c'est j'ai dû me focaliser sur un langage, et le langage à ce moment-là, c'était le néerlandais. D'ailleurs aujourd'hui, j'ai des clients néerlandais avec qui je travaille sans problème, sans que mon équipe en entier soit néerlandophone. De toute façon, après l'anglais, c'est la deuxième option, mais voilà. Ok, très bien.
Et donc là, tu as cette bourse de mérite pour aller faire ton master à Paris. Exactement, qui n'était pas, qui était assez conséquente. C'était 7000 euros et c'était le prix quasiment de l'école de commerce. Très bien. Et comme j'avais travaillé à côté, donc j'avais fait des économies pour pouvoir subvenir à mes besoins sur Paris. Donc là, Donc tu permets, là, tu t'es transformé d'élève au Maroc au bac moyen à quelqu'un Oui. quelqu'un qui fait partie d'une petite, d'une petite partie méritante et qui a des prix d'excellence. Aussi parce que le système n'était pas sur de la théorie, mais c'était sur de la pratique. Donc nous, tous nos cas d'études qu'on faisait aux Pays-Bas, c'était des cas réels. On avait des professionnels qui venaient chez nous, qui nous exposaient leurs cas réels qu'ils avaient en entreprise, et on avait on travaillait par équipe et on devait résoudre la problématique de l'entreprise. On a eu des chambres de commerce qui étaient venues chez nous, on a eu des Atos, on a eu vraiment des grosses structures qui étaient venues chez nous. Et le fait d'être sur le terrain, ça change la perspective de juste avoir une théorie et d'écouter derrière. Et d'ailleurs, je voulais comparer ensuite pour m'assurer que le système néerlandais me parlait plus que le système francophone. J'ai fait justement ce master juste pour comparer parce que j'avais l'opportunité de faire mon master aussi aux États-Unis, mais j'ai voulu essayer de comparer avec le système francophone qui était plus proche du Maroc. Je pense indirectement, dans ma tête, je comptais revenir, mais je ne le savais pas. Donc, et ça s'est avéré vrai. Même l'école de commerce dans laquelle j'avais fait mes études se basait beaucoup sur de la théorie, donc j'avais des séances où je m'ennuyais un peu quand même. J'avais quelques profs qui étaient brillants et en fait, ça m'a permis de découvrir ce qui est devenu aujourd'hui mon domaine. J'avais du temps que je pouvais manager parce que j'avais déjà assez d'expérience pendant mes études aux Pays-Bas, donc c'était un peu répétitif le master sur quelques cours, mais sur d'autres j'avais découvert le marketing digital. D'accord. Que je ne connaissais pas de cette approche-là, et j'avais un professeur que j'apprécie beaucoup, avec qui je suis toujours en échange, et qui m'avait ouvert les yeux sur ça, et je m'y suis mis à fond. Et déjà pendant mes études, je commençais déjà à essayer de pas uniquement de créer des sites web, mais essayer d'être positionné dans le référencement, d'être premier sur la page de Google, d'essayer de hacker le système des moteurs de recherche. Et je me suis dit, c'est quelque chose dans lequel moi j'aimerais aller un peu plus. Et je voyais déjà que les logiciels qui étaient aujourd'hui des logiciels qu'on installait sur les PC allaient migrer vers des solutions en ligne. Et bon, l'un des projets, on en parlera aussi, et l'un de mes projets aujourd'hui, une plateforme en ligne qui gère les avis des clients, et on a plus de 5000 clients là-dessus, sur cette plateforme-là, qui est une entreprise basée en France. Très bien. Donc voilà, donc ça m'a ouvert des nouvelles portes, des nouvelles pistes. Donc voilà. Et là, suite à la formation du master, donc il y a cette rencontre avec Loïc Lemer, on y reviendra tout à l'heure. Je crois qu'il y a un passage par Exactement. Oui, donc j'avais donc tout est après ce qui est le lien commun entre toutes cette période-là, c'est les réseaux que je m'étais créés, les étudiants que j'avais côtoyés, qui étaient devenus des amis. Donc parmi l'un de mes amis aux Pays-Bas
qui était mon binôme, c'était un ami turc qui avait aussi une moitié néerlandais, moitié turc, qui avait aussi sa maman qui était néerlandaise et qui avait fait ses études en Turquie. Donc on avait beaucoup de points en commun et qui lui était parti à Dubaï pour rejoindre son oncle pour travailler avec lui et qui me disait pendant mes études à Paris, écoute, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes découvrir Dubaï, il y a des opportunités comme pas possible, viens on essaie de lancer notre projet. Ma question elle était simple parce que moi j'avais pas de possibilité ou de flexibilité financière. Je lui ai dit est-ce qu'il y a où loger, est-ce qu'il y a où essayer de trouver un part-time job pour qu'on se lance ensuite. Donc c'était positif sur les deux. J'ai pas trop réfléchi. J'ai terminé mon master. J'ai pris mon sac à dos avec lequel j'étais venu des Pays-Bas et j'ai continué vers Dubaï direct pour essayer justement de me lancer là-bas avec quel était votre mon binôme. projet? Notre projet était justement une agence digitale sur Dubaï. Très bien. Donc ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Ok. Alors sur Dubaï, donc l'idée c'était d'attaquer des clients, j'imagine de la région Middle East, Afrique du Nord. Exactement. On avait pour objectif justement d'être une plateforme tournante sur Dubaï et essayer de démarcher donc les entreprises qui commençaient à s'installer sur place. On s'est vite rendu compte qu'on avait une concurrence énorme de deux nationalités, on va dire. Il y avait la nationalité libanaise qui était bien imprégnée là-bas, bien installée et qui était une très forte communauté sur place, et la communauté indienne qui justement avait des agences qui avaient installé là-bas et qui sous-traitaient déjà à l'époque tout le travail en Inde. Donc on s'est vite rendu compte que on allait certainement avoir un parcours beaucoup plus long. Donc, du coup, qu'il fallait se financer rapidement parce que quand on était là-bas, on avait un budget qui avait été défini au départ, qu'on avait pour essayer de démarrer. C'était entre autres l'oncle de mon ami à moi qui nous avait financé pour le démarrage. Je me suis rendu compte après 8 mois, 9 mois que ça allait vraiment être difficile. Et que peut-être que je n'aurais pas les financements nécessaires pour continuer sur place. Donc j'ai commencé, d'ailleurs là-bas à Dubaï, j'ai commencé à vlogger officiellement, j'ai commencé à m'orienter sur qu'est-ce que j'allais entreprendre, qu'est-ce que j'allais faire. Je voulais tester aussi, donc j'ai commencé à m'orienter vers ce qui se passait au Maroc. Et l'année 2005-2006, c'était parmi les années où le Maroc avait eu un bond énorme et où le PIB avait 2 chiffres. Donc je me suis dit, tiens, il y a des choses qui commencent à se passer au Maroc, peut-être c'est le bon moment de rentrer. Mais là, tu te lances dans un projet entrepreneurial petit à petit, mais il n'y avait pas l'option je sais pas, de rester sur Paris et d'avoir d'autres types de projets? Oui, j'ai toujours considéré que l'Europe était pour moi juste un passage. Je m'étais jamais projeté de m'installer en Europe. D'accord. Je voulais me challenger. J'ai donc essayé par Dubaï d'abord, mais pour moi c'était un degré au-dessus à l'époque où j'avais commencé là-bas. Et je m'étais dit, il y avait beaucoup plus d'opportunités, il y a plein de choses encore à construire dans mon pays même, qui est le Maroc. Pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose au Maroc? Pardon, l'Europe c'était un lieu de passage, mais plutôt court, rapide. Oui, j'ai passé en tout 5 ans, 5 ans, oui, 5 ans, voilà. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui je bosse principalement avec avec les pays que j'ai visités, donc la France notamment et les Pays-Bas. Donc c'était un passage, mais ça n'a pas empêché de me faire un réseau sur place, même à Dubaï d'ailleurs, et de commencer à prospecter depuis le Maroc. Je me suis dit, si l'Inde sous-traitait pour Dubaï, peut-être que le Maroc peut être un hub de sous-traitance pour l'Europe. Tout à fait. Je m'étais pas trop trompé là-dessus. Exact. Et donc là, retour au Maroc, donc. Retour à Agadir.
toujours le même sac à dos. Ouais. D'ailleurs, je l'ai sur moi, je l'ai ici comme souvenir des 3 passages. Donc le sac à dos, je rentre comme je suis arrivé à Dubaï, je Mhm. rentre, je dis à mes parents, écoutez, je reviens au Maroc, je m'installe chez vous Mhm. et je vais me lancer dans un projet. Bon, Ok. mes Bon, ils parents étaient ravis de te revoir. ravis à titre personnel, oui, au contraire, ils étaient contents, mais de savoir que voilà, j'allais rentrer au Maroc pour me lancer dans un projet. Ma famille n'est pas entrepreneuriale dans le sens personne dans ma famille n'a créé d'entreprise. Donc Mhm. j'étais le premier à un peu me lancer. Donc mon père a travaillé dans l'hôtellerie, était restaurateur dans un hôtel. Mhm. Maman était assistante de direction. Donc pour eux, voilà, la sécurité financière dans un sens était quelque chose d'important. Et toi, Mais tu avais une fibre différente de ce que je peux entendre. j'avais une fibre d'aventurier, je l'ai de ma mère surtout, qui elle a aussi habite depuis 40 ans au Maroc, donc Mhm. elle a même opté pour rentrer, pour s'installer dans un pays qu'elle ne connaissait pas, dont elle ne maîtrisait pas les langues. Mhm. Donc j'ai un peu ça oui, j'ai un peu ça de ma mère que j'ai essayé de retransformer au fil de mes parcours en fibre entrepreneuriale. Je me Mhm. suis dit, et j'ai toujours cette approche de qui ne tente à rien n'a rien, pourquoi pas, à l'échelle là. Mhm. Donc c'est ça qui m'a toujours motivé jusqu'à aujourd'hui, de me dire ben on se lance. Et si ça marche, ben tant mieux. Si ça marche pas, ben j'aurais au moins essayé. Alors, ton Donc retour au Maroc, tu as trouvé l'Eldorado dont tu rêvais, l'Eldorado digital? alors, l'Eldorado digital, j'avais donc commencé à bloguer depuis Dubaï, donc je m'étais rapidement fait une première communauté qui était déjà active. On comptait les personnes, je pense, en centaines. Donc rapidement, je tentais à essayer de se dire, ben, faisons des rencontres physiques. Donc j'ai trouvé, tu as cité Ahmed Shergawi et Mehdi Rghaï. Pour moi, c'était les premières personnes que je voulais demander là, déjà les rencontrer, savoir comment était Agadir, ce qu'elle était devenue. Et eux étaient encore étudiants. Mehdi était à la fac donc de Ibn Zohr. Mhm. Ahmed Shergawi était à l'ENSA, l'École nationale des sciences appliquées sur Agadir. Mhm. Donc pour moi, c'était deux profils que et il y avait aussi Adam Bouhedma, sans l'oublier lui aussi, qui fait le programme projetqaiti.com. Mhm. Euh, donc c'est pour moi c'est voilà je voulais les rencontrer, avoir leur avis, et puis en fait on a beaucoup sympathisé, on a commencé à se voir régulièrement. Oui, Excuse-moi, pardon. Juste pour revenir sur ta théorie initiale sur le blogging, ta vision. oui, oui. Quelle était cette vision? C'était un moyen de t'exprimer ou un moyen de rencontrer du monde et de sociabiliser, ou bien un moyen de faire du business, ou un peu tout ça. Comme j'étais à l'étranger, ça Mhm. faisait 6 ans que j'avais quitté le Maroc, je voulais un peu être tenu au courant et donner mon avis sur ce qui se passait au Maroc. D'accord. Et puis surtout Agadir. Moi, j'étais focus à Agadir. Donc c'est comme ça que j'ai noué avec ma ville, et je donnais mon avis en tant que jeune. Hein, j'avais à l'époque, j'avais 22 ans, quoi. Mhm. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à rédiger mes billets, mes posts, à donner mes avis, et comment commenter sur les autres blogs des autres blogueurs. Donc voilà, ça c'était un moyen d'échanger, d'être tenu au courant. Donc pour moi, c'est surtout pour nouer un lien et me reconnecter avec ma ville. D'accord. Ouais, après je me suis dit, ben parmi les projets sur lesquels je me suis dit que si je commençais un blog sur Agadir, je pourrais peut-être en faire un site web par la suite, dans lequel on avait les hôtels qui pourraient un jour proposer leurs chambres. Donc j'étais déjà parti sur un portail à la Booking, mais uniquement pour Agadir. Je D'accord. m'étais projeté, et c'était parmi les premiers projets qu'on avait lancé avec Mehdi et Ahmed, Mhm. était agadir-sous.com. Voilà, ça c'était le nom de domaine. D'accord. Donc
Alors, on s'est rapidement rendu compte qu'on était loin de là et que on n'allait pas générer de chiffres d'affaires sur le court terme sur ce site web. Donc on l'a maintenu après deux ans après qu'on ait lancé notre agence. D'accord. Donc voilà, on a commencé à voilà, le parcours vers la création de l'entreprise est passé par un parcours de promotion des blogs, un événement qu'on avait organisé en 2007. Donc, c'était le début 2007. Moi, je suis rentré sur Agadir en octobre 2006. Je me rappelle très bien, c'était vers le début de Ramadan. Et en 2007, le janvier, on s'était déjà, comme on se voyait souvent avec les blogueurs gadiriens, on s'est dit qu'on allait faire un tour du Maroc pour rencontrer les autres blogueurs qu'on ne connaissait que sur le digital. Et c'est comme ça que est venue petit à petit l'idée de l'événement Maroc Blog Awards. Mais la première édition, c'était un tour du Maroc. On avait fait la promotion des blogs avec leurs avantages, inconvénients. On avait fait Marrakech, Casa, Rabat, El Jadida. Pardon, juste pour comprendre, en fait, vous aviez déjà des contacts avec les blogueurs dans les différentes villes, et là, c'était l'occasion de les voir et de réunir tout le monde. C'est bien ça? Oui. Exactement. Nous, on les connaissait tous, donc soit sous leur pseudo, soit sous leur vrai nom. Donc, on s'échangeait régulièrement sur les réseaux sociaux, et puis on s'est dit, joignant l'utile à l'agréable, faisant une rencontre physique avec ces personnes-là. C'était des blog meetings, qu'on appelait ça comme ça. Il y avait déjà un premier avant notre blog autour qui avait été organisé. Et on voulait essayer de rencontrer d'autres blogueurs, voilà, parce qu'on appréciait ce qu'ils disaient, on appréciait leur état d'esprit, on appréciait leur esprit de partage. Et pour nous, c'est des choses, des valeurs qu'on voulait promouvoir à tout prix. D'accord. Donc, quel était le modèle économique à la clé? Figure-toi que c'est pas toujours un modèle économique derrière, hein. Nous, notre motivation, c'était réellement de rencontrer les gens. Même le voyage on l'a payé de nos propres poches. On était des étudiants, donc imagine qu'on allait demander l'argent chez nos parents. On voulait juste rencontrer sans rien derrière. Même l'événement en soi était gratuit. D'ailleurs, c'est ce qu'on a toujours gardé, même pour les Maroc Blog Awards. Jamais aucune personne, jusqu'à la date d'aujourd'hui, n'a payé quoi que ce soit pour assister à l'événement des Maroc Blog Awards. Donc, notre esprit était purement du partage. Ce n'est que quand voilà, cet esprit de lancer une entreprise est venu par la force des choses, parce que le blog autour a été un joli test pour voir comment collaborer entre nous. Et avec Ahmed et Mehdi, on a eu cette synergie. D'ailleurs, le nom de l'agence est Synergie Média, parce que on avait eu cette synergie à nous trois. Et on a vu que voilà, on travaillait très bien ensemble, on s'entendait, chacun complétait l'autre. Et puis, pourquoi pas lancer un projet pour ça. Donc voilà. Donc non, au départ, ce n'était pas un business model. Alors, quels étaient les rôles qui revenaient à chacun en 2 mots? Mehdi, communication, Ahmed, développement, et moi, commercialisation. En fait, Ahmed, on avait la chance d'avoir un profil technique et un profil conception. Donc, il avait une double casquette, et donc ça nous a beaucoup aidé au départ, parce que on avait commencé à 3. Donc, Ahmed avait beaucoup aidé sur ça au départ, faut le reconnaître. Et Mehdi, au fur et à mesure, s'est pris de passion aussi dans la conception. Donc, à un certain moment, Mehdi a fait était autodidacte dans tout ce qu'il a fait d'ailleurs. Et Mehdi a commencé aussi à toucher un peu à la conception, jusqu'au moment où on a pu recruter des profils par expertise. D'accord. Et toi, tu étais dans le domaine de la vente, j'imagine, pour les clients en Europe, c'est ça? Voilà. Moi, j'étais au départ, on a commencé par des clients marocains locaux, donc sur Agadir.
on a commencé par notre réseau le plus proche. C'est notre cercle de personnes qu'on connaissait, soit des amis à nos parents, soit soit l'employeur. L'un des premiers clients était l'employeur de ma mère directement. Donc, on a pu les convaincre. Et puis, donc, moi, je faisais aussi, parce que je faisais du marketing digital, donc j'avais cette notion de référencement, j'avais cette notion de comment essayer de structurer une page, les rubriques. Donc je rédigeais aussi beaucoup sur ça. Et donc c'était ces différentes casquettes qu'on portait nous qui nous permettaient d'être flexibles. Donc là, votre offre de service, c'était faire des sites, c'est ça? C'est exactement ça. Au départ, quand on a commencé, on voulait nous-mêmes avoir nos propres services à nous. Donc, on avait commencé par la plateforme Agadir Sous, pour ne citer que cet exemple-là. Et après, mais comment il fallait financer, entre autres, ce projet-là, on a trouvé que le meilleur moyen, c'était de proposer la création de sites web à des entreprises locales. Ça a bien démarré. On a eu des projets dès le départ qui ont pu nous financer. Donc, mais on avait, c'est-à-dire que nous, on a réellement commencé avec, en se disant, ben les gars, on essaie de mettre le plus d'argent possible de côté pour pouvoir grandir plus vite, essayer de recruter. Donc, on avait commencé nous avec le SMIC à l'époque, c'était 1800 net et 2100 en brut. Et donc, pendant je pense, mais les 2 premières années, on était vraiment sur du SMIC. Donc nous, chacun habitait chez ses parents, nourri, logé chez nos parents, et puis pour le reste, on a essayé de mettre le plus d'argent de côté pour pouvoir recruter donc des personnes, et puis par la suite pour pouvoir trouver un local plus grand, parce qu'on était dans une cave au tout départ. On avait, je sais pas, 3 mètres sur 3. Alors ça c'est la légende. Raconte-nous un peu la cave. Alors, écoute, Mehdi avait sa sœur qui habitait en plein centre-ville et qui avait une petite cave qui ne servait à rien. C'était un débarras. Et en discutant, les gars, qu'il nous faut un local, Mehdi s'était proposé en nous disant, écoutez, il y a un petit bubi qui est disponible. Est-ce que ça nous... Alors, Silicon Valley, ils ont les garages et Agadir, les caves. Ouais, exactement. Et à un certain moment, on s'était marré parce que on s'était dit, écoute, Bill Gates a commencé dans un garage, nous on a commencé dans une cave, donc l'idée c'était de le dépasser par la suite. C'est tout à votre honneur. Écoute, franchement, c'était la passion, la motivation et puis la persévérance. On a vraiment, on a galéré, mais j'ai voulu tout commencer à zéro. Heureusement, je m'étais créé un réseau, il faut le reconnaître, en Europe, mais je n'ai abordé ce réseau-là qu'après avoir fait mes preuves, en allant chez ce réseau-là, en leur disant, écoutez, voilà ce qu'on a déjà fait, est-ce que ça vous intéresse qu'on collabore avec vous? C'est pas venir du jour au lendemain leur disant, écoutez les gars, j'ai une agence et je sais faire ceci, je sais faire cela. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont commencé à voir ce qu'on faisait, qui ont commencé à nous approcher. Donc, donc c'est comme ça que nous. Pardon, quand tu parles de réseau, c'est quel type de premier client, par exemple? C'est des agences. Donc, c'était mes camarades de classe qui avaient intégré des agences web. Donc, en premier lieu en France. Donc eux donc avaient un réseau, étaient dans des belles boîtes, pour citer Digitas comme exemple. Donc et ont permis justement d'avoir eux aussi leur mot à dire dans ces agences-là, et je remercie beaucoup ces personnes-là parce qu'ils nous ont fait confiance. On leur disait bien sûr pas qu'on était dans une cave, mais on leur a fait comprendre qu'on était compétents, et c'est comme ça que c'est parti. Et c'était toujours la même offre de service. D'ailleurs, c'était toujours la même offre de service parce que c'est ce qu'on maîtrisait et ce qu'on savait faire.
Est-ce qu'on ne pouvait faire? On ne pouvait faire que ça parce qu'on était déjà très limité. On était à 3, après on est devenu 4, 5, et donc on avait une petite équipe, quoi. Donc on pouvait pas prendre des gros projets non plus. On pouvait pas dès le départ risquer. Donc on a commencé vraiment par sous-traiter des premières parties de tâches, de projets parce qu'ils n'avaient pas assez d'effectifs ou ils avaient un rush. Donc on a commencé à prouver comme ça au fur et à mesure. Et à un certain moment, on se retrouvait à travailler sur des projets clés en main de A à Z. Pour citer les sites e-commerce de Auchan, de Leclerc, pour ne donner que ces exemples-là. En 2012, on a commencé en 2007, juin 2007, en 2012, 5 ans après, on faisait ces projets-là. Donc voilà. Okay. Et pourquoi j'insiste beaucoup sur le réseautage, parce que c'est très important, et d'ailleurs, on a toujours appliqué cela. Aujourd'hui, les Morocco Awards, l'objectif était de permettre aux gens de se rencontrer, et nous de rencontrer des gens, de rencontrer des talents, les talents du Maroc, de se rapprocher d'eux, de pouvoir collaborer avec eux sur des projets. On a un peu essayé de hacker le système aussi pour essayer justement de montrer que voilà, il y a des talents qui ont juste besoin d'un coup de pouce et d'une certaine confiance. Et aujourd'hui, on les voit. Aujourd'hui, c'est eux qui travaillent avec les plus grosses agences, soit en tant que partenaires, soit en tant que collaborateurs au sein de ces agences-là. Alors, donc, donc voilà, au fur et à mesure. Pardon, vous qui avez craqué un peu le code, comment vous êtes passé de ces tours donc dans les différentes villes du Maroc auprès de blogueurs jusqu'à organiser un événement, donc je crois annuel, autour du blogging, et arriver à dépasser juste le blogging et couvrir carrément tout le secteur digital. Alors donc le Tour du Maroc nous a ouvert les yeux sur la magnifique communauté qu'il y a au Maroc. Mm-hmm. Donc on s'est dit regardez tout l'effort que fait cette communauté pour partager à titre gratuit et gracieuse ses connaissances ou ses passions avec les internautes. On s'est dit l'année prochaine, quand on fera la 2e édition du Blog Autour, il faudra les rassembler autour d'un événement pour les remercier. Donc d'où est venue l'idée du Maroc Blog Awards. Bien sûr, là à ce moment-là, on se disait comment on va organiser ça. Est-ce qu'on va faire financer le projet ou est-ce qu'on va faire financer le projet par les internautes Donc on s'est dit au départ on allait faire un café, tout simple, et puis j'avais à un certain moment lu quelque part que si on voulait être financé par Google par exemple, il y avait un formulaire qui existait en ligne, qui n'était pas accessible, mais avec des bonnes recherches on arrivait à le trouver. Donc j'ai tout simplement présenté le projet en leur disant voilà, on veut lancer un tour du Maroc pour promouvoir le blogging. Et on a eu la chance, le hasard fait les choses aussi. On a eu la chance d'avoir la plateforme de blogging qui est Blogueur à l'époque, qui était la plateforme de Google, qui se lançait en arabe. Et ils essayaient de s'associer avec un projet dans le Moyen-Orient. Puis voilà, les choses ont fait qu'ils nous ont contactés 2 semaines avant l'événement pour nous dire écoutez, on vous finance. 2 semaines avant. On n'avait pas encore en tête qu'on allait faire une cérémonie. Après, on s'est dit, voilà, faisons une cérémonie. Il y avait Oussama Benjeloun qui était sur Casa, qui était disponible, qui nous a aidé là-dessus aussi et qui nous a aidé à trouver le lieu et on a pu rassembler 300 personnes pour la première édition. Oussama Benjeloun, c'est un blogueur également, c'est ça? Oussama Benjeloun, c'est un blogueur. Aujourd'hui, c'est un journaliste télé sur Medi 1, TV. C'est une personne très présente sur le digital et une personne avec un grand cœur. Très bien, ok, on le salue. En fait, je disais, il paraît, j'allais lancer une boutade. Quand tu as parlé d'organiser un événement, je voulais dire, il paraît qu'il y a des bons traiteurs à Agadir. Mais en fait, c'est sur Casa que l'événement était organisé. Non,
Ouais, c'est sur Casa. On avait dit que si il fallait faire l'événement et faire déplacer des gens, parce qu'il y en aurait certainement qui viendraient de Fès, Rabat, de Tanger ou autre, et Casa était la plus accessible. D'ailleurs, on a la majorité de nos événements, la totalité, mis à part 2 éditions, on les a fait sur Casa et 2 on en a fait sur Rabat. Donc ça, c'est la première édition. Alors comment ça va s'institutionnaliser? Par la communauté elle-même. Sincèrement, la réceptivité a été très positive du premier noyau. Qui nous a encouragé à en faire un deuxième. Toujours la même question qui se posait. On a eu Google la première édition, qui va bien vouloir financer et croire en cette communauté. Donc là, on a eu Maroc Télécom qui nous a approchés. Sincèrement, on n'a jamais été très agressif dans l'approche commerciale ou dans l'approche sponsoring des entreprises. C'est vraiment encore une fois la communauté, parce qu'il y en avait certains membres de la communauté qui étaient aussi au sein de Tessalat El Maghreb, qui nous avaient mis en contact avec eux. Ils ont cru dans le projet, ils ont cru en nous. Et voilà, on a fait ça pendant 6 éditions suivantes avec eux. Et encore une fois, la communauté à travers les membres de la communauté qui, encore une fois, nous ont mis en contact avec Inuit, qui depuis la 8e édition est notre partenaire jusqu'à aujourd'hui. Donc là, encore une fois, très content d'avoir ces partenaires qui ont cru et qui croient en nous. Donc on n'a jamais eu notre objectif. Encore une fois, cet événement est vraiment un événement purement dédié à la communauté. On n'a jamais gagné dessus, dans le sens où c'est devenu un projet commercial. Aujourd'hui même, il nous prend pas mal de temps parce qu'on doit gérer pas mal de choses. Et aujourd'hui, on est en train de discuter de créer toute une association avec les membres. Aujourd'hui, on a un club et de déléguer cette gestion et les décisions pour une association qui soit constructive, parce que on a toujours voulu gérer ça nous pour la communauté, mais maintenant c'est à la communauté de gérer pour elle-même cet événement qui grandit aujourd'hui. Aujourd'hui, on passe à la télé, on a une audience de 4 millions sur 300 personnes qu'on avait au départ. Aujourd'hui, on a 4 millions d'audience à travers télé. Donc c'est un poids qui est assez important et énorme, et on se prétend pas vouloir à tout prix garder ce projet, mais plutôt de le remettre comme l'objectif initial l'a été, à la communauté, pour qu'elle le fasse grandir. Notre rêve, c'est d'avoir un Oscar ou une académie à la Oscar, où on a chaque année des talents qui font de grandes choses, et on a déjà des personnes qui font de très très grandes choses. À l'heure même où on en parle, pendant l'épidémie, on a de belles personnes qui sont passées par le parcours aussi Morocco Awards, qui aujourd'hui font de très très belles choses. Et je confirme, parce que moi j'ai eu un invité sur le podcast également, donc c'est Mustafa Swinga, donc qui lui a également eu un prix Morocco Web Awards. Donc c'est pour montrer que c'est un phénomène bienveillant de give back qui peut être que vertueux. C'est-à-dire que vraiment la communauté se soutient entre elles pour dénicher les bons talents, les faire connaître, et voilà. Et il y a ce cercle vertueux. Ouais, nous, encore une fois, on n'est qu'une plateforme qui met en visibilité ses talents. Ça, on veut juste prouver que, encore une fois, c'est indirectement ma motivation de départ, que ce n'est pas que les notes qui donnent, ou les diplômes qui identifient une personne, mais c'est ses compétences, ses soft skills et sa motivation qui font la personne. Et aujourd'hui, la plupart des talents
ont prouvé par eux-mêmes que effectivement, c'est avec de la passion et de la persévérance qu'on va réussir. Et le résultat est visible en ligne. Hein. Faut juste regarder qui sont ces talents-là, qui sont les anciens lauréats des Morocco Awards pour faire le lien. C'est grâce à eux. Hein. C'est pas nous, on est juste là pour les mettre pour leur donner la reconnaissance la, la plus simple qui existe. La reconnaissance, après, c'est aux auditeurs de les lui donner et au gouvernement de les reconnaître. Pour revenir sur les leçons apprises, parce que je pense qu'il y a vraiment de belles leçons à partager sur Morocco Web Awards, à la fois sur votre capacité quand même à le développer et à le pérenniser. Est-ce que tu pourrais nous résumer un peu les 2-3 grandes leçons qu'il faudrait retirer pour pouvoir donc passer d'une idée et la transformer de cette manière-là? Je pense que la première des choses, c'est de très très bien comprendre le besoin, d'identifier le besoin et la problématique. Et puis par la suite, d'essayer d'être à l'écoute pour bien écouter les besoins donc de cette communauté ou si on parle de projet de cette clientèle qui pourrait prendre un service auprès de toi et d'essayer justement de donner le plus possible avec ce qu'on a, mais essayer de démontrer qu'on est vraiment là pour réussir pour eux leur projet. On n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui, mais ça ne nous a pas empêché de commencer petit. Et la communauté, elle voit que l'effort que vous allez faire, ben c'est pour eux finalement. Donc elle va toujours t'encourager ou encourager ton projet. Si elle sent que ce que vous faites, c'est vraiment honnête, ou on va dire qu'il y a cette niaque de vouloir réussir. Donc pour moi, c'est si j'ai des conseils à donner, c'est on va avoir beaucoup d'échecs, mais ça ne veut pas dire que le projet il est pas bon ou il va pas réussir, mais il y a des circonstances qui au moment où on a lancé un projet ou une idée ne permettent pas de le réussir. C'est peut-être pas le bon moment, mais ça veut pas dire qu'elle est mauvaise. J'ouvre une petite parenthèse parce que tu as parlé de Nextease et de F.ma. Ces deux projets-là sont pour moi des projets qui n'ont pas réussi au moment où on les a lancés. Alors je vais y revenir, Younes, si tu permets. On va y revenir parce que justement, je les avais quelque part identifiés comme de bons échecs. Je sais pas si il faut les appeler les échecs. Mais juste pour finir sur Morocco. Oui. Mais pour les Morocco Awards, pour revenir là-dessus, il faut commencer petit. Il faut écouter sa communauté. C'est parce que tu fais un événement pour la communauté. Et puis, il faut essayer justement, au fur et à mesure, d'impliquer, d'intégrer les avis de la communauté dans les décisions que tu vas prendre et d'échanger avec elle pour pouvoir savoir si ce que tu fais. Oui. Concrètement, vous les avez. Comment ça se matérialise? Est-ce que vous les avez impliqués dans le jury, par exemple? Enfin, c'est ce que j'ai vu de l'extérieur. Voilà. Au départ, l'événement était purement basé sur le nombre de votes qu'un finaliste avait. On s'est rendu compte vite fait que, avec l'évolution du digital et des moyens de pouvoir comptabiliser les votes, qu'il fallait derrière quand même avoir un garde-fou. Le garde-fou était les anciens gagnants parce que eux, ils avaient au départ hacké le système, on va dire. Donc, ils connaissaient entre autres les failles éventuelles de la plateforme. Et par la suite, on a essayé justement de écouter les avis aussi des perdants pour savoir pourquoi certains trouvaient que le système au moment où on l'avait lancé n'était pas autant correct. Donc on a compris qu'il fallait quand même une certaine expertise qui puisse évaluer ces finalistes. Donc on a fait un premier batch à partir de la 4e édition où on avait un nombre sélectif de personnalités que nous considérons des experts dans ce domaine-là, qui nous ont accompagnés. On s'est vite rendu compte que pour un petit nombre, c'était beaucoup de travail.
Et comme c'était du bénévolat et ça l'a toujours été, c'était pas possible de demander à cette personne, par exemple, de trier sur 300 finalistes lequel méritait le plus, à titre d'exemple. Donc, on a dû agrandir en ajoutant les gagnants, en agrandissant le cercle d'experts dans la communauté marocaine. Et avec eux, à chaque fois, on a essayé de faire évoluer le système qui passait d'un système où il y avait le vote à 100% du grand public qui donnait sa voix à un système qui passait de 75-25, on va dire, où il y avait 75 le public et 25 les membres du jury, à 50-50. Aujourd'hui, on a 25% du grand public et 75% d'experts en tout genre. Donc, avec des degrés d'expertise et avec des niveaux aussi. Donc, c'est tout un système qui est devenu assez complexe, mais qui donne les vrais, on va dire, les vrais créateurs de contenu aujourd'hui au Maroc. Très bien. Donc, c'est très important de donner, de partager. Donc, on a un groupe qui est fermé avec 200 membres avec qui on échange régulièrement pour savoir, écoutez, voilà, on veut faire ça, on veut faire ceci, quel est votre avis? On a les échos aussi des internautes qu'on écoute. Donc, on veut passer à un système qui est comme par la suite, comme les systèmes des grands événements, pour essayer juste d'avoir une vraie image la plus proche de la réalité du digital marocain. Très bien. Est-ce qu'à un moment, je sais pas, peut-être entre une édition et une autre, il y a eu un moment clé qui fait que l'envergure, une transformation un peu de l'envergure ou de l'impact du Maroc Web Awards? L'impact a été surtout ressenti à partir de la 4e édition, quand on a eu et on le remercie d'être venu nous rendre visite et de nous avoir fait confiance. C'est Ahmed Reda Chami, qui était ministre de l'Industrie et des Technologies à l'époque, qui avait cru en notre projet. Donc, c'était pendant la 4e édition. Et donc, donc on a été sous l'égide du ministère. Donc ça a été vraiment le premier élan de l'événement, et bien sûr des partenaires aussi qui nous ont suivis et qui ont cru en nous. Donc ça, c'était, je pense, le déclic était vraiment lors de la 4e édition, où ça a grandi, ça a fait venir des on va dire encore de plus grands profils qui aujourd'hui marquent beaucoup plus la communauté web. Donc c'est vraiment à partir de la 4e édition. Déjà, le fait que Google, dès la première édition, ait fait confiance en nous, ça nous a fait une belle visibilité au niveau de la presse, au niveau des médias. Mais vraiment, la 4e édition a été l'édition où ça a décollé et où, à partir de la 5e édition, on parlait de milliers de candidatures. Ah ouais, d'accord. Et cette idée de passer des blogueurs au Web Awards, ça s'est fait naturellement? En fait, nous, on voulait déjà la lancer à partir de la 3e édition, mais on trouvait que le chiffre 5 était plus parlant en chiffres. Donc, on s'est dit à la 5e édition, on allait transiter du Maroc blog vers le Maroc web. Parce que les 4 premières éditions, il y avait encore beaucoup de blogs, mais vraiment à partir de la 5e édition, on a commencé à avoir YouTube, à avoir d'autres plateformes, Twitter et autres qui commençaient à prendre de l'élan. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est décidé de renommer et de passer du blog à web. Donc ça s'est fait naturellement, mais on s'était déjà projeté bien avant. D'accord. Et donc là, c'est bien Synergie Média qui est le chef d'orchestre. Exactement, c'est Synergie Média qui gère dans l'arrière-plan l'événement. On essaye le moins possible de citer notre agence là-dessus parce que encore une fois, c'est pas comme ça que nous on va se mettre en avant. Mais c'est nous qui gérons effectivement de A à Z la plateforme avec bien sûr un club indépendant d'anciens lauréats des 12 éditions et des professionnels du domaine. D'accord, mais c'est quand même un moyen de promotion pour l'agence. Alors, figure-toi que non, parce que beaucoup de gens ne savent même pas qui est derrière les Maroc Awards. D'accord.
Et vous le considérez pas comme ça? Non, si tu vas sur notre site web, tu trouveras pas qu'on cite les Morocco Awards. D'accord. C'est intéressant. Alors pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est un événement qui est pour la communauté et c'est pas nous, on met pas notre expertise en avant. On n'a pas besoin de ça. Je reste convaincu que les vraies personnes qui croient en nous ou en nos compétences vont nous contacter euh, ainsi et vont pas dire parce que c'est eux qui font les Morocco Awards que on va pouvoir justement toucher plus rapidement la communauté et que eux, comme ils connaissent tous les influenceurs, ils vont pouvoir influencer leur communauté directement. On a d'ailleurs rarement, je pense peut-être une fois que j'ai fait une campagne avec un groupe hôtelier qui nous avait approché parce qu'ils avaient su qu'on était les Morocco Awards, qui nous ont approché pour faire un événement avec la communauté et c'est la seule fois où moi j'ai d'ailleurs on les a juste invités pour un ftor pour aussi simplifier cela le plus possible, mais j'ai jamais participé à aucune campagne digitale qui ait intégré des influenceurs. J'ai toujours été contre cette approche-là. Pour moi, c'est en fait c'est pas dans mon éthique, ça contredit mon éthique. Je suis en train d'organiser un événement pour essayer de faire émerger des talents et je vais pas utiliser ces talents-là pour mon propre besoin à moi de commercial. Non. Donc j'évite moi de faire ces campagnes. Ok. Est-ce que c'est un choix inspiré d'un modèle à l'international ou pas spécialement? Non, je pense que c'est notre éthique. Ok. C'est cet esprit de partage. On est vraiment, on porte l'événement parce que on y tient et c'est pas parce que on sent qu'il y a derrière des rentrées commerciales. D'ailleurs, c'est marrant, mais sur cette édition qu'on a fait l'événement avec Maroc Télécom, on n'a jamais fait un projet avec eux purement lié à nos activités principales. On n'a jamais eu Maroc Télécom comme client, or en tant que sponsor des Maroc Awards. Très bien. Mais vous avez quand même des charges d'organisation que vous recouvrez quelque part. Alors ça, c'est justement ce que je négocie ou ce que nous on négocie avec les partenaires, c'est que c'est eux qui prennent tout en charge. D'accord, très bien. Voilà. Le modèle, c'est de le rendre indépendant à 100%. Oui, exactement. Aujourd'hui, on est en train d'échanger avec les membres du club pour en faire une académie. D'ailleurs, l'idée, c'est de faire l'académie, on va dire le Maroc Web Academy. Voici un peu le nom qu'on est en train de finaliser en arabe, Maghreb Web Academy. Donc, l'idée, c'est d'ailleurs à travers ça de faire de faire par contre ça c'est les choses qu'on ne peut pas faire parce que ça nous prend trop de temps mais qu'on adorerait faire, c'est de revenir au blog autour qu'on avait fait lors de la première et deuxième édition ou les 3 premières éditions. C'est de faire ça, c'est de faire un tour du Maroc où on va vers les gens pour essayer de partager avec eux le plus possible les expériences et les expertises et les connaissances des anciens lauréats ou des professionnels du domaine. Bon, avec le confinement, on est en train justement de discuter, est-ce que ça devient une plateforme digitale sur laquelle les gens se connectent et puissent poursuivre des cours. Donc ça, c'est des choses que nous, malheureusement, en tant qu'agence, on n'arrive pas à gérer avec nos engagements professionnels pour pouvoir même ça le faire. Ça, c'est vraiment le rêve ultime, c'est d'avoir un événement annuel et d'avoir des petits événements autour et des formations. Très bien. Alors ça fait je sais pas si ça fait une bonne transition, mais on pourrait commencer à parler de Eve.ma. Oui. Donc effectivement, j'ai vu dans ton parcours que voilà, c'était un projet qui d'abord il y a eu peut-être, je crois, un site et puis une application mobile. Et donc l'idée, c'est d'avoir une application qui va permettre de se géolocaliser et accéder aux événements autour de la personne. Alors, pour moi, ça reflète un peu ton côté startup. Donc on a parlé de le côté entrepreneur, donc dans l'agence.
Donc le marketing, communication digitale. Mais là, c'est plus, je dirais, une fibre start-up, un autre type d'aventure. Ouais. Alors, en fait, nous, après 2012, quand on a commencé à bien travailler, on va dire, à un peu mettre de côté nos investissements initiaux et de pouvoir se dire, ben, essayons de think out of the box, essayons de voir quelles étaient nos autres possibilités, nos autres marchés sur lesquels on pouvait se lancer. On s'est lancé en parallèle sur deux projets, voire même trois. On avait d'un côté donc un de nos clients qui était devenu un ami, qui est devenu un partenaire par la suite, qui avait constaté une niche et un besoin en France, Cusplace. Donc on s'était dit bon, bah, est-ce qu'on se lance avec lui? Il avait besoin d'un partenaire et nous on avait donc le bagage technique, lui il avait le réseau et le marché français qu'il connaissait bien. Donc on s'est dit ben on s'associe et on se lance sur ce projet-là. En même temps, on avait, de par notre expérience, on avait toujours le fait qu'on soit sur Agadir, on avait beaucoup d'événements qu'on ratait sur Casablanca parce que soit on était tenu au courant trop tard, soit parce qu'on l'avait vu juste après. Donc on s'était dit, ben il faudrait qu'on trouve un moyen de se tenir mutuellement au courant des événements qui se passent un peu partout au Maroc et qui sont proches de nos centres d'intérêt. Donc on avait constaté un vrai problème et quand on l'avait partagé avec nos autres personnes, c'était un constat qui revenait souvent que beaucoup d'événements sont organisés soit parce que ils ont pas le réflexe de bien communiquer, soit parce que voilà, c'est pas passé dans nos flux différents, nos réseaux de communication. D'accord. Qu'on rate ces opportunités. L'idée, c'était de faire un Eventbrite parce qu'on on travaillait beaucoup, on a toujours travaillé avec cette plateforme-là pour l'organisation de notre événement Marocco Awards parce que c'est basé sur les invitations qui sont distribuées gratuitement et la seule plateforme qui nous a permis de gérer ça professionnellement, c'était cette plateforme. Mais on voulait trouver une plateforme qui soit locale, qui nous montre les événements, donc un espèce de flux abonnement. À chaque fois qu'il y a un événement qui est lié à l'entrepreneuriat, par exemple, que je sois notifié automatiquement de cet événement-là, à moi après de décider si ça rentre dans mon calendrier ou pas. D'accord. Donc c'est comme ça d'où est partie la problématique et on avait vu qu'il y avait un réel besoin parce que les personnes à qui on pitchait l'idée, tout le monde trouvait que c'était une idée géniale et que c'était vraiment quelque chose qu'on n'avait pas. Donc on a vraiment travaillé énormément dessus. Puis le démarrage il était bien. Malheureusement on s'est vite rendu compte que c'était trop ambitieux. Au moment où on l'a lancé, donc on l'a lancé je pense en 2014, 2013, 2014 et malheureusement c'était trop tôt. Aussi je voulais tester parce que j'ai toujours lancé avec mes différents partenaires les projets en bootstrap. Je voulais cette fois essayer de trouver des partenaires qui vont croire en nous et qui vont investir. Donc Eve aussi, on avait trouvé des business angels qui ont mis, oui, justement, j'étais agréablement surpris et j'ai trouvé vraiment des business angels qui voulaient mettre 200 000, 250 000 dirhams pour justement lancer le projet. D'ailleurs, aujourd'hui, ce sont toujours des amis à moi parce que autant j'ai été très transparent avec eux sur le risque de ne pas réussir le projet, autant quand j'ai senti que le projet n'allait pas démarrer, leur ai rendu leur investissement avec les pertes qu'on a eues sur les mois sur lesquels on s'était lancé. Donc, ils ont beaucoup apprécié cela. Et ça, c'est pour moi quelque chose aussi que je tiens, c'est qu'ils m'ont dit que le jour où toi tu relances un autre projet, compte sur nous les yeux fermés, on est partant pour repartir dans l'aventure avec toi. Donc, j'ai testé, je voulais. D'accord. Tu les as remboursés, c'est ça, si j'ai bien compris, ou une partie? Ouais, non, on a dissolu l'entreprise et par exemple l'investissement initial qui était de 250 000, ils ont pu récupérer par exemple 180 000 ou sur les frais, les investissements qu'on a fait. Donc ils étaient minoritaires sur l'investissement, sur l'association et le statut,
Donc, sur les pertes qu'ils ont eues, je les ai remboursés sur ça. Et c'est un projet qui a duré sur plusieurs années. En fait, C'est un projet qui a duré en tout qui a duré 1 an et demi. un an et demi. Okay. De l'idée à la fermeture de l'entreprise. C'était une SAS carrément. Donc, tout a été vraiment suivi à la lettre. J'ai vraiment tout fait pour qu'on ait une entreprise. Même mes autres partenaires, ou on va dire mes collaborateurs, je leur avais donné leur part aussi dans l'entreprise pour que vraiment ça soit un modèle à l'américain. D'accord. J'avais tellement lu de ça que je voulais le faire moi-même au Maroc. Je voulais je ne peux parler que de mon expérience quand j'essaie de partager les choses. Avec le recul, tu penses pas que c'était un peu prématuré, enfin que tu avais l'envie de fonder un service innovant, donc voilà, celui de pouvoir accéder à des événements quand on est géolocalisé, etc. Mais est-ce que tu penses pas que c'était prématuré dans la mesure où les GAFA, les grosses plateformes américaines le font déjà très bien, non? Oui, parce que effectivement, au moment où on avait commencé à lancer, il y avait effectivement, pour prendre l'exemple de Facebook, qu'il avait intégré en tant que service premium sur sa plateforme, où on avait tous les anniversaires qui se présentaient, qu'il y avait tous les événements ou les pages qui commençaient à partager leurs événements. Donc oui, en fait, disons que eux, avec la force de frappe, avaient beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de marché pour pouvoir rapidement déployer ce service-là. N'empêche que nous, on avait constaté ça au même moment qu'eux, on va dire. Donc, c'est juste que la force de frappe était plus grande. Mais d'ailleurs, la problématique se pose toujours aujourd'hui parce qu'on a toujours beaucoup d'événements qu'on rate parce que soit c'est sur LinkedIn, soit c'est sur juste un tweet, soit c'est sur Instagram, soit c'est sur Facebook. Il faut être multiplateforme pour pouvoir tout capter. Il faut un agrégateur. Impossible. Aujourd'hui, toujours le cas est que je rate des événements qui me semblent intéressants, importants, parce que voilà, j'ai pas été au bon moment, au bon moment en train d'écouter au lancement de cet événement. Donc, pour moi, je crois qu'il y a toujours un marché, toujours un besoin pour cela. Et juste à Agadir, rien qu'à Agadir, pour reprendre cet exemple, il y a plein d'événements qui sont organisés, mais à chaque fois je ne l'apprends peut-être que trop tard, ou au moment où je l'apprends, ben j'ai d'autres engagements où je suis sur Casa ou autre. Donc il y a toujours cette difficulté à anticiper et à connaître. C'est toujours une actualité. C'est encore une actualité aujourd'hui. Ok, intéressant. Alors Cusplace, finalement, ce partenariat entre complémentaires entre vous et ce partenaire commercial, il va bien avoir lieu. Oui, donc comme on avait lancé en parallèle deux projets et que l'un prenait de l'ampleur et l'autre on voyait qu'il y avait des risques, donc on a réorienté au fur et à mesure qu'on commençait à décrocher sur le projet français. On a commencé à nous réorienter là-dessus. Et ça a été une transition simple, c'est que voilà, on a lancé 2-3 projets en même temps. Et sur l'un, et ça avait pris plus que les autres. Et aujourd'hui, c'est un très beau projet. On a de très belles références en France qui justement nous font confiance, et on a toute une équipe aujourd'hui dédiée sur Agadir qui ne travaille que sur ça. Et on est très fiers d'avoir eu la confiance aussi de mon associé qui, comme je le disais au départ, qui n'était qu'un client au départ. Donc voilà, une très belle histoire pour ça. Toujours, ça c'est du bootstrap. Donc là, on parle depuis longtemps de chercher est-ce qu'on va trouver des investisseurs ou essayer de lever des fonds.
ce parcours-là, c'est quelque chose qui me tient à cœur personnellement parce que j'aimerais aussi vivre cette expérience de lever des fonds. Et peut-être que ça sera justement avec ce projet-là. Alors, si on peut revenir, s'il te plaît, sur, est-ce que tu te rappelles de la genèse de ce projet en particulier? Donc, il y a effectivement ce partenaire qui vous fait confiance et qui vous sollicite. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas un événement particulier ou bien un déclencheur qui a fait que ça a pu prendre? Alors donc il y a deux éléments. La première, c'est que au moment où mon associé a commencé à constater qu'il y avait un besoin sur le marché francophone, c'était à la période où on avait beaucoup de d'avis qui étaient collectés soit sur des sites de consommateurs, donc indépendants, c'était des forums où les avis étaient disparates et où les marques ne pouvaient pas donner leurs mots. C'était très compliqué pour les marques de pouvoir répondre aux avis qui sont généralement négatifs et de donner leur opinion. Twitter n'était pas suffisant pour cela. Et donc, on avait rapidement constaté qu'il y avait un besoin au niveau des marques de pouvoir donner leur propre avis et sur une plateforme qui reste quand même indépendante, mais que la marque puisse gérer ces avis-là, donner ses commentaires, donner ses avis, transmettre un avis négatif vers les bons départements et essayer de... Et pardon, c'est une plateforme en fait plutôt orientée entreprise pour pouvoir consolider tous les avis, aspirer les avis sur les différents canaux, que ce soit le web ou les réseaux sociaux, et pouvoir y répondre et les diffuser en interne. Au départ, c'était ça. Après, la plateforme en soi a pris tellement d'ampleur et a commencé à être très bien référencée que on était aujourd'hui un autre canal de collecte d'avis. On n'est pas un agrégateur d'avis, mais on est une plateforme de collecte d'avis. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, notre business model a évolué, mais c'était ça le point de départ, c'est qu'il y avait des forums où les consommateurs allaient et laissaient des commentaires, mais les marques n'avaient pas la possibilité de répondre ou de gérer ces commentaires-là. Donc ça a été une réponse qui a beaucoup touché les marques en France et les marques ont été très réceptives, surtout dans des domaines type cuisine, installation de piscine, vraiment des niches. Mmh. Et on a eu aussi cette période-là, si tu te rappelles, de Groupon qui avait lancé donc beaucoup de services où tu pouvais acheter des bons de réduction. Les deals. Les deals, exactement. Et Groupon était le leader international. Et Groupon, à cette époque-là, donc en 2013, avait suscité énormément de mécontentement au niveau des internautes et des consommateurs en France, parce que moi, j'ai acheté un bon de réduction chez Groupon, mais si le service était mal du dealer, ben je contactais Groupon directement pour leur faire part de mon mécontentement parce que le bon était un bon de Groupon. Oui. Donc ils ont eu beaucoup de difficultés à gérer ces avis-là et ils avaient opté pour notre plateforme pour justement gérer, canaliser ces mécontentements. Et donc ça nous a permis de faire un boost énorme. Et même sur les différents médias, la télé, donc on relayait beaucoup notre plateforme à cette époque-là. Et donc pour nous, ça a été une transition et ça nous a ouvert beaucoup de portes. Et ça a été facile à démarcher d'autres clients par la suite grâce à ça. Et après, on a fait évoluer cette plateforme pour qu'elle devienne une plateforme où on collecte à la source les avis. Donc aujourd'hui, tu vas sur un point de vente, tu vas acheter des lunettes, tu peux laisser ton avis directement dans le point de vente et automatiquement on le collecte et on le publie sur la plateforme. Et c'est selon les normes AFNOR, donc c'est des normes qui confirment que l'avis est authentique et pas parce que ça aussi les avis les fakes les avis faux, les faux avis, TripAdvisor a beaucoup pris là-dessus sur les avis faux. Et donc nous on a justement une norme qui nous permet aujourd'hui
de diffuser nos avis aussi directement sur les gros mastodontes et les GAFA avec une authentification qui permet de rassurer le client que ces avis-là sont corrects. Et donc là, le rôle de Synergie Média, c'est un partenaire technique. Aujourd'hui, on a une équipe dédiée s'occupe de ça, et Synergie Média est associée sur ce projet-là. Oui. Très bien. Ok. Et toi, j'imagine, même l'équipe dirigeante partage son temps entre on va dire les projets au Maroc et ce projet-là. Donc ça, comme j'ai dit, c'est une équipe aujourd'hui dédiée. Donc on a nos commerciaux qui sont en France. On a donc mon associé Nicolas qui est sur place. Moi, je m'occupe avec l'équipe technique ici des grandes lignes. Sincèrement, moi, j'ai délégué toute cette partie-là et je fais des points réguliers avec mon associé en France et avec l'équipe technique ici. Mais c'est un projet qui part. Voilà, on a notre chef de projet, donc on a toute une équipe qui est dédiée là-dessus. Donc aujourd'hui, sur les plans stratégiques, c'est avec moi qu'on discute et Nicolas et mon associé. Donc on définit le plan stratégique sur l'année. Maintenant, avec ce qui se passe, le confinement, voilà, on se projette déjà en 2021 comment le domaine va évoluer et comment nous on va réagir là-dessus. Il y a des challenges aussi là-dessus. Mais voilà, ça c'est surtout sur les grosses voilà, sur les gros chantiers, c'est là où moi j'interviens. Et j'aime beaucoup toucher aussi sur le volet un peu qui est lié pas sur le technique mais sur tout ce qui est structure, sur tout ce qui est fonctionnalités qui vont être ajoutées. Mais ça c'est un projet aujourd'hui voilà qui roule de lui-même. Très bien. Alors, si on revient à Synergie Média rapidement, donc, Oui. donc au début, un projet entre trois amis, Oui. trois blogueurs. Aujourd'hui, abstraction faite du confinement Oui. et du Covid-19, tu dirais vous êtes à quel stade de développement? Aujourd'hui, vous êtes une taille de combien de personnes, par exemple? On est aujourd'hui une équipe de 12 personnes. D'accord. Avec une mastodonte de freelanceurs avec qui on travaille et avec qui on travaille depuis des années. Donc en totalité, si on compte même les freelanceurs, on devrait être à une trentaine aujourd'hui. On a donc juste pour la parenthèse, Ahmed Shergawi a entre-temps quitté Synergie Média, donc aujourd'hui c'est moi et Mehdi qui principalement gérant l'agence Synergie Média. Ahmed qui s'est installé aujourd'hui sur Casa et on a toujours de très bons termes, c'est un très bon ami à moi et de toute façon à tout le monde. Et donc aujourd'hui, nous, on a avec ce confinement, on a toujours le volet agence digitale plus orienté développement. On a des projets sur lesquels on travaille et on a ajouté un volet qui est, on s'est beaucoup spécialisé sur le volet RSE sur on va dire les 5 dernières années. De par, je pense, notre engagement sur les différentes activités qu'on fait, soit dans la promotion de l'entrepreneuriat, soit dans la promotion des soft skills. Donc, on a commencé à être approché par des entreprises qui nous demandaient en fait, cette expérience qu'on a acquis de l'organisation d'événements, de pourquoi pas organiser des événements pour ces agences-là. Et avec la spécificité d'avoir la casquette digitale, de pouvoir drainer du trafic en ligne pour des événements physiques ou des actions sur le terrain. Donc voilà, donc ça fait aujourd'hui une niche sur laquelle on performe assez bien. On s'attendait pas réellement que c'était quelque chose qu'on savait faire et qu'on aimait faire. Donc là, quand on nous a proposé cela, ben on s'est dit pourquoi pas. Et quand on a vu qu'on réussissait pas mal ce volet-là, aujourd'hui,
avec ce confinement, c'est des choses sur lesquelles on est beaucoup actif. Donc, typiquement, des actions de collecte de paniers alimentaires, donc mise en relation entre les familles, mise en relation avec les associations sur place, collecte des subventions et distribution des subventions. C'est des choses qui n'ont pas réellement un impact ou on va dire une activité technique sur le terrain, mais il y a beaucoup d'éléments autour de cela qui sont digitales, une plateforme qui puisse permettre ces collectes-là, la communication avec les différentes associations à travers un autre réseau, essayer justement de s'assurer de la distribution des paniers. Donc cette expertise-là nous a beaucoup servi, surtout en ces moments-là. Donc ces 3 dernières semaines, je pense qu'on a distribué pas loin de, je crois, 400 paniers sur tout le Maroc, des paniers de 100 dirhams à peu près. Donc on n'a pas encore terminé, mais voilà, c'est des choses qui sont liées au digital, mais plus tellement. Donc, on commence à devenir une agence qui était purement de développement à une agence qui est de plus en plus dans le RSE digital, on va dire. C'est ça. Très bien. Donc, effectivement, c'est un nouvel horizon qui se profile. Et c'est bien parce que ça fait écho un peu à votre fibre communautaire, give back. C'est quelque chose de très, très intéressant. C'est une nouvelle synergie à développer. Voilà, c'est quelque chose qu'on aime bien faire aussi. Donc, si on peut arriver à combiner le volet, on va dire, qui nous tient à cœur, qui est dans le partage, et de pouvoir aussi en faire un projet rentable, pourquoi pas. Très bien, parfait. Cher Younes, on va finir avec des petites questions rapides. Je te remercie encore pour ton temps. Alors, je suis obligé de te poser la question des conseils aux entrepreneurs, de manière générale au Maroc. Quels seraient tes trois conseils? Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs et une majorité d'entrepreneurs ne se focalisent pas sur la problématique à résoudre, mais sur la solution qu'ils veulent apporter. Donc pour moi, essayez d'identifier un problème, soit que vous vivez ou soit que vous constatez dans votre entourage, essayez de résoudre ce problème-là. Pour moi, ça c'est vraiment le premier conseil à faire. Et le plus important. Après la persévérance, après sabr, après l'opportunité, ça c'est des choses qui vont avec. Une fois que tu trouves le problème et que tu es vraiment passionné, motivé pour le résoudre, le reste viendra. Mais pour moi, c'est d'abord d'identifier un vrai problème. Très bien. Comment tu fais pour progresser dans le digital? Quelles sont un petit peu tes sources d'inspiration? Oui, donc j'ai des podcasts que je suis beaucoup. Alors il y a le podcast d'un Américain que j'écoute beaucoup qui s'appelle Jason Calacanis, qui s'appelle This Week in Startup. Donc ça c'est vraiment des podcasts qui sont une fois par semaine où il va inviter une startup qui va parler d'une problématique qu'ils ont découverte et qu'ils ont essayé de résoudre. Très bien. Donc ça c'est des choses que je surtout que je prends la route beaucoup entre Casa et Agadir, donc si j'ai 4 heures à tuer, généralement j'enregistre un paquet de podcasts et je les écoute pendant mes trajets quand je vais en prospection commerciale sur Casablanca. Donc 4 heures aller, 4 heures retour, ça te donne une ordre d'idée de nombre de podcasts que je peux écouter. Et puis il y a tout ce qui est veille en marketing, donc il y a plein de sites web sur lesquels je vais. Et il y a un que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais qui est une référence, qui est beaucoup lié au référencement, mais aujourd'hui, le référencement évolue. À titre d'exemple, pour te donner un exemple sur laquelle notre prochain challenge est sur la plateforme Custplace, c'est comment essayer de pouvoir collecter des avis audio. Et aujourd'hui, beaucoup de recherches
on va dire aujourd'hui 30% de recherches se font aujourd'hui aux États-Unis, en tout cas, en audio. Donc je vais dire en Siri, quel est le magasin le plus proche qui vend des Nike? Je cite un exemple. Siri aujourd'hui est capable de te donner une réponse, une seule, pour te donner le nom du magasin. Le challenge, c'est comment moi, qui ai ce magasin-là dans le quartier que la personne recherche, soit référencé avant un autre magasin. Donc ça, c'est des choses, c'est des challenges. Donc la plateforme, c'est Search Engine Land, donc de search, de recherche, engine de machine, land.com, qui est vraiment très très sympa. Il y a beaucoup de référencements dessus, mais pas que. Et donc ça c'est une plateforme que je suis depuis 2004, donc que je lis régulièrement. C'est toujours de la lecture principalement. Oui. Donc ça c'est vraiment aujourd'hui la majorité des fondateurs de ce magazine bossent ou ont bossé pour Google par la suite. Donc pour te donner leur impact. Ils sont pas beaucoup connus, mais pour les gens du domaine, c'est une référence. Puis Gary Vee. Gary Vee, il me fait marrer parce que les remarques qu'il fait sont à point. Bon, après la façon dont lui il parle peut choquer quelques personnes, mais moi ça me fait rire. Et lui, je le connais aussi, je le suis depuis 2008 quand il avait encore un magazine, ou quand il vendait en ligne des boissons alcoolisées, principalement le vin. Mais aujourd'hui, c'est devenu une référence dans le marketing, surtout sur les réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Très bien. Merci pour ce partage. Alors Younes, autre question. Quelles sont tes routines au quotidien qui te permettent de rester motivé, garder un bon moral? Déjà, moi, je suis matinal. Donc, généralement, je me réveille très tôt le matin. Je suis généralement levé à 5 heures du matin. Donc, ça me permet de me focaliser de 5 heures à 7 heures sur les tâches principales que j'ai à faire et qui ne vont pas me demander une déconcentration, parce qu'à partir de 9 heures, généralement, le téléphone commence à sonner ou les mails commencent à tomber sur la boîte mail. Donc, pendant la journée, j'estime que je gère j'exprime ça ainsi, que je gère des urgences plutôt que de gérer des tâches que je peux faire. Donc, une bonne majorité des parties importantes de la journée, je les fais très tôt le matin. Donc ça, c'est ma routine. Après, en journée, bon, j'essaye. Par exemple, avec l'équipe, on a décidé de faire l'horaire continu. Ça me permet de commencer à 9 heures et de terminer vers 16h30, 17h. Donc vers 17h, à partir de 17h, j'ai ma routine qui est de passer du temps avec mon fils, quelque chose que je n'avais pas avant, que j'ai rajouté maintenant dans ma routine. Mais il y a cette partie après 19 heures de essayer de lire l'actualité de la journée. Les États-Unis, généralement, leur journée commence à partir de 19 heures, donc ça me laisse le temps de voir ce qui se passe à San Francisco, de voir ce qui se passe dans le domaine dans lequel j'opère. Et j'essaye de faire de moins en moins j'ai le temps, mais bon, c'est une excuse, mais j'essaye de combiner ça avec du sport. Je suis beaucoup dans le foot, donc dès que je peux, je mets mes crampons et j'essaie de jouer un match de foot quelque part. Impeccable. Est-ce qu'il y a un livre ou des lectures que tu recommanderais sur le marketing, les startups? Alors, j'en ai pas mal. Il y a le livre avec lequel j'avais commencé, c'est le livre de Guy Kawasaki. Alors, c'est l'art de commencer. The Art of the Start. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est ça qui m'a motivé de me dire pourquoi pas me lancer dans l'entrepreneuriat. Vraiment ça, c'est un livre qui est ancien. Guy Kawasaki, c'est vraiment aussi un phénomène dans le marketing. Déjà à l'époque, il était très connu. Lui et Seth Godin,
Donc ça, c'est pour moi, c'est mes références parce que à l'époque, c'est eux que j'avais commencé à lire. Tu l'as lu, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années, c'est ça, ce livre-là? En 2004, je l'ai lu. Ouais, il y a 16 ans. Ah oui, c'est vraiment un livre qui t'a influencé. Oui. C'est le livre, je pense, qui m'a quand même motivé à me poser la question pourquoi pas me lancer. Vraiment. Vraiment. Et chaque fois que j'ai des occasions de parler de ce qui m'a inspiré, ça c'est un des livres parce que là il y a des questions qui sont très logiques dans ce livre-là. Pour te dire ben oui, je peux être n'importe qui, je peux me lancer, hein. Et il faut juste que j'ai confiance en moi et que je crois en moi et que même si je réussis pas, ben au moins j'aurais essayé. C'est ça, il faut se lancer. Voilà, donc il y a ce livre. Bon, après il y a d'autres livres qui sont sortis après. Je dirais côté inspirationnel d'histoire, j'aime beaucoup le livre quand même de Steve Jobs. Ça c'est aussi un livre que j'ai lu. Il est assez gros, assez lourd. Lequel? Mais la biographie? Oui, la biographie de Steve Jobs. Ouais. C'est pas, je veux pas faire cliché en disant ouais Steve Jobs, etc. Non, c'est vraiment un livre qui est bien en anglais en tout cas. Il est vraiment bien, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme livre? Il y a de 4-Hour Week. Qui est bien parce que ça c'est pas pour dire que essaie de passer le moins de temps possible au travail, essayer d'en profiter le plus possible pour toi, mais au contraire c'est d'essayer de se dire finalement ma journée de 8 heures, si on respecte les 8 heures, parce que généralement on passe plus de 8 heures à travailler, mais si tu avais 8 heures, comment tu allais les consacrer efficacement et comment tu vas répartir par priorité les tâches que tu as à gérer en journée. Donc, 4-Hour Week me parle beaucoup parce que ça m'a permis aussi de me dire, écoute, la routine dont tu as parlé, est-ce que c'était la routine qui me convenait ou pas? Et donc oui, finalement, j'ai retrouvé quelque chose, j'ai amélioré d'autres choses. Et la gestion des priorités, ça c'était un livre qui était sympa. J'ai pas mal de livres. Bon, c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup, cher Younes. Une dernière question avant de te laisser à ta chère Agadir. Si tu avais l'occasion de retrouver le Younes qui est au lycée à Agadir et qui découvre sa note au bac, qui est un petit peu dérangé par cette note, et tu avais quelque chose à lui murmurer, un conseil à lui murmurer à l'oreille. Qu'est-ce que ce serait ce conseil? Fais confiance à toi-même, frasque. Et c'est ce que, alhamdoulilah, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis des challenges au fur et à mesure. J'aurais peut-être dit aux jeunes de peut-être j'aurais peut-être dit à moi-même essaye de faire un peu plus d'efforts en arabe. Je pense que ça c'est quelque chose que je regrette un peu parce que je pense que j'ai un marché marocain et marché arabophone que je rate. Et je pense que ça c'est quelque chose que je me serais peut-être murmuré en me disant essaye de tenir et de maîtriser le plus de langues possible et surtout l'arabe. Oui. Très bien. J'aurais eu de meilleures notes en tout cas, c'est sûr. Ok, écoute, Younes, on est arrivé au terme de cette conversation. Je te remercie pour ton temps. J'ai beaucoup appris avec ton parcours. J'espère que bientôt on pourra se parler de ça de vive voix et puis pour avoir le plaisir de te rencontrer en chair et en os. De même, Karim. Merci beaucoup. Bonjour chez toi et écoute, à très bientôt. Et merci beaucoup encore. Merci Karim, à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Et vous qui êtes restés jusque-là, écoutez cet épisode. Merci beaucoup à vous. N'oubliez pas de liker, de le partager sur les réseaux sociaux et de le liker sur les plateformes de podcast. À très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter et en parler autour de vous. L'habillage musical est issu de
personne et s'appelle New Day. Ciao.